Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'API JDBC en Java pour interagir avec une base de données quelconque. Donc l'API JDBC qui veut dire Java Database Connectivity, c'est l'API standard pour qu'un code Java quelconque puisse se connecter à une base de données, puis exécuter des requêtes et éventuellement récupérer des résultats. Ce qui veut dire que dans un extrême nous avons un code Java, donc un programme Java, et l'autre extrémité, nous avons une base de données. Ici, j'ai pris comme exemple une base de données MySQL, mais toute la discussion qui va suivre, elle est valable quel que soit le système de gestion de base de données. C'est la même démarche si vous travaillez avec Oracle, SQL Server ou n'importe quel système de gestion de base de données. Vous savez que Java est indépendant de la plateforme. Ça veut dire qu'un code Java, vous l'écrivez une fois, vous le compilez une fois que c'est compilé, vous allez l'exécuter partout sans modifier quoi que ce soit. Le même programme Java, une fois qu'il est compilé, on peut l'exécuter sous Linux, sous Windows, sous Mac, etc., etc. Lorsque Sun Microsystems, qui était propriétaire de Java à l'époque, lorsqu'ils ont voulu attaquer ce problème-là d'interaction entre un programme Java et une base de données, ils ont voulu faire en sorte que le code Java soit aussi indépendant du système de gestion de base de données. Ils ont voulu faire en sorte qu'un programmeur Java puisse écrire son code sans se soucier sur quel système de gestion de base de données il va travailler. Ce qui permettrait de changer de SGBD, de passer par exemple de MySQL à Oracle ou à SQL Server sans avoir à toucher le code Java. Et très vite, Sun Microsystems se sont rendus compte que les API internes des systèmes de gestion de base de données sont très différentes les unes des autres et que c'est quasiment impossible d'écrire un seul code Java qui va travailler avec différents systèmes de gestion de base de données. Alors, qu'est-ce que Sun Microsystems ont fait? Ils ont fait appel à ce qu'on appelle la programmation par contrat, qui est basée sur le concept d'interface, pour fournir un package. Donc, c'est un package qui s'appelle java.sql. Qu'est-ce qu'il y a dans ce package-là? Il y a essentiellement des interfaces. Une interface, c'est quoi? C'est une classe dans laquelle il n'y a rien de concret. C'est-à-dire c'est une classe qui contient essentiellement des déclarations de méthode. Je dis bien déclaration de méthode et non pas définition de méthode. C'est-à-dire qu'on ne définit pas la méthode, on va juste la déclarer, on va juste donner le nom de la méthode, le type des paramètres et le type du résultat. Dans ce package-là, il y a entre autres une interface qui s'appelle Connection, qui va représenter une connexion à une base de données. Donc, dans notre programme à nous, on aura besoin des variables de type Connection, comme par exemple la variable CNX que vous voyez à l'écran. Nous aurons besoin aussi d'objets pour exécuter des requêtes. Donc, le package java.sql fournit une interface qui s'appelle Statement. Ces objets-là, souvent, on les appelle des objets commandes parce que c'est eux qui nous permettent d'exécuter des requêtes. Une requête de mise à jour, un insert, un delete, un update. Ça peut aussi être une requête de consultation, un select. Lorsque c'est une requête de consultation, on s'attend à récupérer des résultats. Donc, notre variable de type statement, comme par exemple ici la variable stm, on peut l'utiliser pour exécuter une requête de consultation. Et lorsque nous exécutons une requête de consultation, on a besoin de récupérer les résultats de la consultation pour pouvoir les afficher dans l'application ou les traiter de n'importe quelle façon. Ce qui fait que le package java.sql fournit aussi une interface qui s'appelle resultSet. Comme son nom l'indique, c'est un ensemble de résultats. Et dans notre programme, nous avons besoin de variables de type resultSet, comme par exemple la variable res ici à l'écran, qui va servir pour obtenir l'ensemble des résultats d'un select. Ce qu'il y a aussi dans le package java.sql, c'est une autre interface qui s'appelle driver. Nous allons voir son importance dans les prochaines minutes. Il y a aussi une classe qui s'appelle driver manager qui va également servir dans la suite. Ça, c'est l'essentiel de ce qui est dans le package java.sql. Il y a encore quelques interfaces qui ne sont pas à l'écran. Il y a aussi quelques classes, mais qui sont relativement secondaires pour le moment. Alors maintenant, dans notre programme, la variable CNX qui va référencer un objet qui représente une connexion à la base de données, comment est-ce qu'on va créer cet objet-là? Autrement dit, dans la variable CNX, qu'est-ce qu'il y aura comme objet? Qu'est-ce que la variable CNX va référencer comme objet? C'est là que la programmation par contrat intervient, parce que Sun Microsystems a créé le package java.sql. Il n'y a pas grand-chose de concret là-dedans, puisque Sun a dit aux entreprises, aux éditrices de logiciels, ils leur ont dit voici des interfaces, maintenant c'est à vous de créer des classes concrètes
qui définissent les méthodes qui sont déclarées dans ces interfaces-là. Et ces classes-là vont servir pour travailler sur un système de gestion de base de données concret. Donc, une compagnie peut développer un ensemble de classes concrètes qui vont fournir les fonctionnalités des méthodes qui sont dans ces interfaces du package java.sql et que ces classes-là vont travailler par exemple sur MySQL. Puis une autre compagnie va développer encore des classes concrètes pour travailler sur Oracle, puis une autre sur SQL Server, etc., etc. Cet ensemble de classes concrètes qui donc fournissent des fonctionnalités concrètes, des méthodes qui sont déclarées dans les interfaces du package java.sql, cet ensemble de classes-là, c'est ce qu'on appelle un pilote JDBC. Donc, il y a des pilotes JDBC pour MySQL, il y a des pilotes JDBC pour Oracle, pour SQL Server, etc. Pour la plupart des systèmes de gestion de base de données connus, il y a des pilotes JDBC. Il y a plusieurs pilotes JDBC pour MySQL. Il y a un pilote particulier qui a le titre d'implémentation de référence. Ce pilote-là s'appelle MySQL Connector J. On va le télécharger tout à l'heure sur le site de MySQL pour l'utiliser dans l'exemple concret. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un pilote JDBC? Il y a des classes concrètes qui implémentent les méthodes des interfaces du package java.sql. Donc, dans le pilote, il va y avoir une classe qui va implémenter l'interface connection. Donc, il va définir les méthodes qui sont déclarées dans l'interface connection. C'est quoi le nom de cette classe-là? Concrètement, je n'ai pas besoin de le savoir. Le pilote va donner le nom qu'il veut à la classe et moi, je n'aurai jamais besoin de le savoir. Il y a aussi dans le pilote une classe qui implémente l'interface statement. Même chose, là aussi, je n'ai pas besoin de savoir le nom de cette classe-là. Il y a une classe concrète qui implémente l'interface result_set. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de cette classe-là. Et il y a aussi, bien sûr, une classe concrète qui implémente l'interface driver. Par contre, cette classe-là, du pilote, j'ai besoin de savoir son nom. Comment le savoir? C'est la documentation du pilote qui va me le donner. C'est-à-dire, lorsque je télécharge un pilote, je l'installe. La première chose que je vais faire après, c'est d'exploiter la documentation pour voir c'est quoi le nom de la classe concrète qui implémente l'interface driver. Dans le cas du pilote MySQL Connector J, la classe s'appelle comme .mysql.cj.jdbc.driver. C'est-à-dire que la classe s'appelle driver, elle est dans le package comme .mysql.cj.jdbc. Le nom de cette classe-là, c'est ce qu'on appelle la chaîne du pilote, le driver string. J'en ai besoin dans mon code, donc j'aurai besoin d'une variable, string par exemple pilote, dont la valeur, c'est le nom complet de cette classe-là. Vous allez remarquer qu'il manque des guillemets à la fin de la chaîne en rouge dans le programme Java. C'est un oubli, mais quand j'ai voulu l'ajouter, toutes mes animations étaient déformées, donc j'ai préféré le laisser comme ça. Donc la première information qu'on a besoin lorsque on installe un pilote, c'est le driver string, le nom de la classe qui implémente l'interface driver. La deuxième chose dont on a besoin, alors bien sûr ce pilote-là, le string qui est dans la variable pilote, on a besoin de le charger en mémoire. Comment le charger en mémoire? On va en discuter un peu plus tout à l'heure quand on va passer à l'exemple concret. C'est une instruction qui passe par une méthode forName de la classe qui s'appelle class. Donc on va faire class.forName entre parenthèses pilote, qui est le nom de la classe concrète. Et cette instruction-là, class.forNamePilot, va charger en mémoire la classe driver du pilote comme .mysql.cj.jdbc. La deuxième information dont j'ai besoin pour travailler avec le pilote JDBC pour MySQL, pour travailler sur une base de données MySQL, c'est une autre chaîne de caractères qu'on appelle l'URL de la base de données. Cette chaîne-là, elle a un format bien particulier. Elle va dépendre du pilote. Donc, on va exploiter ou explorer la documentation d'un pilote pour voir c'est quoi le format de l'URL de la base de données. Dans le cas du MySQL Connector J, l'URL de la base de données est ce que vous voyez ici. Donc, je l'ai mis dans une variable que j'ai appelée URLBD. Alors, le format standard d'une URL de base de données, c'est toujours JDBC, ensuite, vous mettrez une chaîne de caractères qui dépend du pilote. Puis dans le cas de MySQL Connector J, ce qu'on met après le premier 2 points, c'est MySQL. Ensuite, il y a un 2 points. Et ce qui suit aussi dépend du pilote. Dans le cas
de MySQL, si je suppose que MySQL est en train de tourner sur mon poste local, ça va être / localhost / le nom de la base de données sur laquelle je veux travailler. Donc ici, je suppose que je veux travailler sur une base de données qui s'appelle banque. Point d'interrogation. Et là, vous allez mettre le paramètre server time zone égale. En fait, là, vous allez donner le fuseau horaire pour les dates et les heures de la base de données. Là, j'ai mis UTC, qui est le temps universel. Ce server time zone-là, il est nécessaire dans les dernières versions des pilotes MySQL Connectology. Ce n'était pas nécessaire avant, mais maintenant, c'est devenu une obligation de le mettre. Alors maintenant, nous avons deux informations. C'est les deux strings que vous voyez en rouge. La première, c'est la chaîne du pilote. La deuxième, c'est l'URL de la base de données. Nous avons besoin de ces deux informations-là pour utiliser le pilote JDBC pour MySQL pour travailler sur la base de données. Donc, dans ce cas, la base de données banque. Le pilote, on a juste besoin de le charger en mémoire avec l'instruction class.forName entre parenthèses pilote. Comment utiliser l'URL? Ben, à ce moment-là, c'est justement là qu'on va faire appel à la classe Driver Manager. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable CNX va référencer un objet connexion qui est fourni par la méthode getConnection de la classe Driver Manager. Donc, on voit ici Driver Manager.getConnection. La méthode getConnection, elle demande trois informations. La première, c'est l'URL de la base de données. Donc, on va donner l'URL qu'on a définie dans la variable URLBD. Le deuxième paramètre, c'est le username qu'on va utiliser pour se connecter au SGBD. Et le troisième paramètre, c'est le mot de passe. Par exemple, nous, on a travaillé en classe avec MySQL, avec l'utilisateur root, qui est un peu le super administrateur. Donc ici, on mettra comme username la chaîne root et comme password la chaîne root. Ça nous permet d'obtenir la connexion à la base de données banque sous MySQL et cette connexion, on la récupère dans la variable CNX. Techniquement, la méthode getConnection de la classe Driver Manager, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle va interroger tous les pilotes qui sont chargés en mémoire pour leur dire est-ce que vous pouvez me donner une connexion à cette base de données? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai chargé un pilote, mais je peux très bien en charger plusieurs. Je peux charger en mémoire plusieurs pilotes, j'ai juste à les installer et utiliser leur chaîne du pilote respective dans des instructions class.forName. Et si vous chargez plusieurs pilotes en mémoire, la méthode getConnection va les prendre dans un ordre aléatoire, puis elle va les interroger un par un. Est-ce que tu peux me donner une connexion à cette base de données? Est-ce que tu peux me donner une connexion à cette base de données? Et le premier pilote qui va dire oui, je peux, il va être pris. Donc faites attention, si vous chargez plusieurs pilotes, vous ne pouvez pas choisir lequel utiliser. C'est le premier qui accepte de donner une connexion, c'est lui qui va être utilisé par la méthode getConnection. Une fois qu'on a obtenu donc la connexion dans la variable CNX, la variable CNX va servir pour toute la suite. Donc c'est le point de départ en fait pour travailler sur la base de données. Entre autres, c'est la variable CNX qui va nous fournir les objets statement. Donc dans la variable STM, le statement, je vais récupérer un objet d'une classe concrète, c'est la classe du pilote qui implémente interface statement, que je n'ai pas besoin de connaître concrètement. Et la méthode createStatement, c'est elle qui va s'occuper de trouver la classe, de l'instancier et de me retourner un objet de cette classe-là que je récupère dans ma variable STM. Une fois que j'ai la variable STM qui référence l'objet statement, je peux l'utiliser pour exécuter des requêtes. De différentes façons, par exemple, je peux exécuter une requête de consultation, un select, avec la méthode executeQuery. Donc vous voyez ici, stm.executeQuery. Je donne à la méthode executeQuery la requête de consultation. Par exemple, ici, je consulte la table produit. Bon, supposons qu'il y a une table produit dans la base de données banque. Et à ce moment-là, la méthode executeQuery va exécuter la requête, va me retourner l'ensemble des résultats dans un objet de type result7 et je récupère donc cet objet-là dans la variable res. Dans la suite, la variable res va me servir pour aller lire les données qui ont résulté de la requête de consultation. Je vous informe également que dans les objets statement, il y a une méthode qui s'appelle executeUpdate. Donc, si votre requête n'est pas une consultation, on ne récupère pas d'ensemble de résultats à ce moment-là,
si la requête c'est un insert ou un delete ou un update, vous n'allez pas utiliser la méthode execute query, mais plutôt la méthode execute update. La méthode execute update, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne un int, un entier, qui est l'ensemble des résultats, l'ensemble des enregistrements, pardon, pas l'ensemble, mais le nombre d'enregistrements affectés par la requête. Si je fais par exemple delete from produit where prix inférieur à 5, je veux supprimer tous les produits dont le prix est inférieur à 5, ben, si dans la table produit, il y a 25 produits qui ont un prix inférieur à 5, donc les 25 enregistrements vont être supprimés et la méthode execute update me retourne 25. Si je veux supprimer tous les clients qui habitent Montréal, je fais delete from client where ville égale Montréal. S'il y a 48 clients à Montréal, il y a 48 enregistrements qui vont être supprimés et la méthode execute update va retourner 48. S'il y a 0 client à Montréal, la requête delete va supprimer 0 enregistrement et puis la méthode execute update va me retourner 0. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de plus concret. Donc on va aller voir. Donc je vais aller dans NetBeans. J'ai déjà préparé un petit programme, ou du moins le début d'un programme, pour voir un petit peu comment se connecter à une base de données banque et exécuter des requêtes. Donc là, j'ai la variable pilote qui a donc la chaîne du pilote JDBC MySQL Connector J. J'ai préparé aussi dans la variable URLBD l'URL à la base de données. Donc on voit bien ici qu'on va se connecter à la base de données banque. Je peux rajouter aussi ici, si vous voulez, pour ne pas la hardcoder, je vais dire user égale root et password ou mot de passe, n'importe, égale donc aussi root. Je sauvegarde. Alors la base de données sur laquelle on va travailler, on va la voir tout de suite. Donc c'est la base de données banque dans laquelle il y a plusieurs tables, comme on l'a déjà vu. Et ici, donc ça c'est une base de données qu'on a utilisée dans la partie SQL. Donc nous avons la table compte ici qui contient les différents comptes. Attention à ce que vous voyez ici, donc les numéros de compte, les soldes et les numéros des clients. Ce qu'on va voir dans l'exemple, c'est qu'on va voir comment se connecter à cette base de données-là, puis exécuter une requête de mise à jour, c'est-à-dire une requête d'insertion, on va insérer un nouveau compte, puis on va voir un exemple d'une requête de consultation dans laquelle, par exemple, on va aller chercher la liste de tous les comptes et les afficher à l'écran. Alors, la première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est installer le pilote JDBC, parce que si vous écrivez votre code au complet et vous n'avez pas installé le pilote, ça va tout de suite se planter. Parce qu'on va essayer de charger le pilote. Tout de suite, il va me dire je ne trouve pas le pilote, donc je ne peux pas charger la classe driver. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger et installer le pilote JDBC, MySQL Connector J, et l'intégrer dans notre application pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, vous téléchargez le pilote une seule fois, vous l'installez une seule fois. Après, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs programmes. Alors, pour télécharger ce pilote-là, ce qu'on va faire, on va juste aller, je vais aller sur Google et je vais faire JDBC Driver, par exemple, MySQL. Je tombe quasiment sur le premier résultat ici. On y va. Donc ici, vous avez donc le connecteur J. On est à la version 8.0.19. On va sélectionner donc le système d'exploitation. On va aller choisir une distribution qui est indépendante de la plateforme. Et vous avez donc deux distributions ici. Une qui est un fichier tar.gz plus pour les plateformes Linux. Et vous avez ici la version zip qu'on va prendre pour Windows. Donc j'ai juste à cliquer sur Download. MySQL va me demander de me connecter ou de me créer un compte. En fait, ce n'est pas nécessaire. Je peux juste télécharger sans se connecter. Donc vous cliquez sur le lien ici. Non merci, juste télécharger. Et là, ce qui va arriver, c'est que vous allez télécharger le fichier zip, qui n'est pas très volumineux, c'est moins de 5 mégaoctets. Une fois que c'est téléchargé, je vais le prendre, et donc il est ici,
je vais le copier dans un autre dossier, à titre d'exemple. Je vais aller par exemple dans un dossier qui s'appelle Pilote JDBC. Je vais le mettre ici. Et ensuite, j'ai juste à dézipper ce fichier-là. Je le prends. On va faire par exemple extraire ici. Et voilà. L'installation est faite. Le fichier qui nous intéresse là-dedans, c'est bien sûr le fichier jar, MySQL Connector Java, avec l'extension .jar. C'est à l'intérieur de ce fichier-là qu'il y a toutes les classes concrètes du pilote, donc les classes qui implémentent les interfaces du package java.sql. J'ai besoin de me rappeler le chemin où est-ce que je l'ai stocké, parce qu'après, je vais aller dans NetBeans, puis ajouter ce fichier-là dans les bibliothèques du projet. Donc, je reviens à NetBeans, et ici, on va aller dans Libraries, dans lequel nous avons pour le moment les bibliothèques du JDK Java, et je fais un bouton droit, Add jar ou folder, et à ce moment-là, je vais aller, donc, document, Women, je pense que c'est Tools, dans Tools, Pilot JDBC, et là, je vais aller chercher donc le fichier jar, celui-là, je fais OK, et voilà, le tour est joué. J'ai installé le pilote et je l'ai intégré dans mon projet NetBeans. Par curiosité, si vous essayez d'ouvrir ici le fichier jar, vous allez voir les différents packages. Entre autres, vous avez donc ici le package com.mysql.cj.jdbc dans lequel il y a un certain nombre de classes concrètes. Je n'ai pas besoin de connaître les noms de ces classes-là, mais juste par curiosité, on devine probablement que connection impl, c'est l'implémentation de l'interface connection du pilote. Donc, vous n'avez absolument pas besoin de connaître ces classes-là, mais juste par curiosité. Les classes sont donc disponibles dans mon application. Maintenant, ce qu'on va faire, donc j'ai préparé une requête d'insertion, donc insert into compte numéro solde num client, et les valeurs, c'est GGG007 comme numéro de compte, 500 comme solde initial, et CL005 comme numéro de client. Et j'ai préparé également une autre requête qui va être une requête de consultation, select étoile from compte. Donc on va voir dans l'exemple une requête d'insertion, une requête donc de mise à jour, et une requête de consultation. La requête d'insertion, on va l'exécuter avec execute update de l'objet statement, et la requête de consultation, on va l'exécuter avec execute query de l'objet statement. Alors, bien évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est de charger le pilote en mémoire. Je vais écrire le code. Vous allez voir qu'il y a des messages d'erreur qui vont apparaître. Ces messages d'erreur vont être réglés à la fin lorsqu'on va faire ce qu'on appelle une gestion d'exception. On n'a pas encore parlé de gestion d'exception, mais on est obligé d'en parler un petit peu ici. On va couvrir un peu ce chapitre-là de gestion des exceptions. Alors, la première chose qu'on va faire, donc, c'est class.forName, et on va mettre ici la chaîne pilote. Je vais mettre un commentaire au-dessus. Donc ça, c'est chargement du pilote. C'est souligné en rouge parce que lorsque vous exécutez la méthode forName de la classe, c'est possible qu'il ne trouve pas la classe. Qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve pas la classe? Il va émettre une erreur. Il va émettre ce qu'on appelle une exception. Donc là, il est en train de me dire, attention, cette méthode-là peut ne pas trouver la classe que tu as dans la variable pilote. Et à ce moment-là, dis-moi quoi faire. C'est ce qu'on appelle une gestion d'exception. C'est pas grave, on va laisser l'erreur comme ça. Puis comme j'ai dit, on va la corriger tout à la fin. Après ça, on va faire une ouverture de connexion. Autrement dit, on va créer notre variable connection. Je vais l'appeler CNX, tout bêtement. Et là, on va mettre donc, driver manager point get connection. Là, on va donner l'URL de la base de données, le user et le password. Ce que je vais faire, alors ici, il me dit bien sûr qu'il ne connaît pas connection. Donc là, je vais lui dire que connection, c'est l'interface du package java.sql.
je viens dans l'erreur, je clique et je lui dis ajoute-moi l'interface java.sql.connection. Faites attention, il ne faut pas choisir n'importe quoi ici, il faut bien choisir l'interface connection du package java.sql. Il va l'ajouter dans les imports, comme on le voit ici. Alors pour la clarté du code, ce que je vais faire, je vais déclarer ces variables-là au début, tout ensemble. Donc je viens ici, puis je vais déclarer ma variable cnx, que je peux initialiser éventuellement à nul par défaut. Je vais déclarer aussi ma variable statement et ma variable result set res. Voilà. Alors, même chose ici, il me dit, il peut avoir une exception. Si j'essaie de me connecter à une base de données, peut-être que la base de données, peut-être le SGBD n'est pas en fonction, peut-être que MySQL s'est arrêté ou je ne l'ai pas encore démarré. Donc, ces méthodes-là s'attendent éventuellement à se planter à cause du fait qu'il y a un problème pour se connecter à la base de données. C'est pour ça qu'il s'unit language et me dit, dis-moi quoi faire si jamais j'arrive pas à me connecter. C'est-à-dire, on doit gérer l'exception qui va correspondre par exemple au fait qu'on n'arrive pas à se connecter, soit parce que MySQL n'est pas en fonction, soit parce que la base de données n'existe pas, soit parce que la base de données est corrompue, soit parce que le mot de passe est erroné, etc. etc. Donc ça, c'est des problèmes qu'on va régler tout à la fin. Ensuite, on va obtenir l'objet statement. Donc, on va juste faire stm égale cnx.createStatement. Crée-moi un statement. À partir de là, je dispose dans stm de l'objet commande qui va me permettre d'exécuter des requêtes. La première requête qu'on va exécuter, donc, c'est la requête d'insertion. C'est là ici. Donc, exécution de la requête de mise à jour, disons, de manière générale. Dans l'exemple, c'est un insert, mais ça va être exactement la même chose si c'est un delete ou un update. Donc, on va faire stm.execute update. Alors, on devrait importer bien sûr ici l'interface statement, il faudrait aussi l'importer. Donc, il ne faut pas se tromper, choisir la bonne interface. Et même chose ici pour le result set. On va l'importer. Voilà. Alors maintenant, execute update, bien sûr, il attend la requête. C'est la requête d'insertion. Requête d'insertion. Même chose, il y a des erreurs. Maintenant, normalement, la requête d'insertion, quand je l'exécute, j'ai besoin de savoir ce que l'insertion a été faite ou non. Alors, comment le savoir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode execute update retourne un entier qui est le nombre d'enregistrements affectés par la requête. C'est une insertion, donc ça va me retourner le nombre d'enregistrements insérés. Ça peut être 0 si l'insertion n'est pas faite, ça peut être 1 si l'insertion a été faite. Donc là, je vais faire int n égale, je récupère n, et ici, donc je récupère dans n l'entier qui est retourné par execute update, et ici, je peux faire si n est égal à 0, je peux afficher un message pour dire system.out.println pour dire par exemple l'insertion n'a pas été faite. On n'a pas réussi à faire l'insertion. Sinon, je vais dire que le compte a été inséré avec succès. Donc, else le compte a été créé ou a été inséré avec succès. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des requêtes de mise à jour. Maintenant, exécution
d'une requête de consultation. Bien évidemment, dans notre exemple, ça va être la requête qui est ici, select étoile from count. Donc ça va être encore stm, point, mais cette fois-ci, execute query, qui est ici, et on va donner la requête de consultation. Alors bien évidemment, quand j'exécute une requête de consultation, j'ai besoin de récupérer les résultats. Donc là, on va récupérer ça dans res. Et voilà. Nous avons l'ensemble des résultats dans la variable res. Comment maintenant accéder à ces résultats-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des résultats, il a un curseur, comme une tête de lecture, qui va permettre de lire les enregistrements du résultat un par un. Et ce curseur-là, cette tête de lecture, se place avant le premier enregistrement du résultat. Pour faire avancer le curseur vers chacun des enregistrements, on va appeler une méthode qui s'appelle next. Ça veut dire que, en réalité, je fais res.next. Ça va avoir quoi comme effet? Ça va déplacer le curseur vers l'enregistrement suivant de l'ensemble des résultats. Donc ça va lire en fait l'enregistrement suivant. Alors si je veux lire tous les résultats de la consultation, je vais mettre ça dans une boucle while. Donc while res.next, parce que la méthode next me retourne true si il a réussi à avancer vers l'enregistrement suivant, il va retourner false sinon. Donc while res.next, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher les informations de l'enregistrement en cours. Donc par exemple ici je vais faire system.out.print. On va dire par exemple numéro de compte de points. Je vais faire println. Et là on va afficher le numéro de compte ici. On va afficher aussi le nom, le numéro du client titulaire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas le nom du client dans la table compte. Dans la table compte, nous avons juste les numéros du client. Et si vous vous rappelez, quand on a fait les requêtes de consultation, de jointure sur plusieurs tables, nous avons vu que les noms des clients sont dans la table client. Dans la table client, ce qui fait que si je vais aller chercher les noms des titulaires des comptes, j'ai besoin de faire une requête de jointure. On ne va pas aller jusque-là dans cet exemple-là. On va se contenter de requêtes sur une seule table. Donc là, ça va être le numéro du client qui est dans la table compte. Et bien sûr, solde du compte. Alors bien évidemment, maintenant ici, il faudrait aller chercher le numéro du compte de l'enregistrement en cours. C'est encore l'objet res qui nous donne accès à ces enregistrements. Donc ça va être ici .res.getString. Si je vais aller chercher le numéro de compte qui est un varchar, donc c'est une chaîne de caractères, je vais aller le chercher avec getString. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nom de la colonne. La colonne ici s'appelle numéro. Donc là, je vais écrire numéro. Vous respectez la classe. Hein? Même chose pour le titulaire. Donc, plus res.getString. Et là, on va mettre num client. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le nom de la colonne. C'est num client. Et la dernière, c'est le solde. C'est res.getDouble. Et là, je vais donner donc la colonne qui est la colonne solde, qui est ici. Et voilà. Donc la boucle while va tourner. S'il y a 46 comptes dans ma table, la boucle while va tourner 46 fois. S'il y a 3 comptes, la boucle while va tourner 3 fois. À chaque itération de la boucle while, next va se déplacer sur le compte suivant et les méthodes getString et getDouble vont accéder aux différents champs, aux différents attributs, aux colonnes de l'enregistrement en cours. Ça m'affiche donc tous les résultats. Une fois que j'ai fini,
qu'est-ce qu'on fait? On va fermer la connexion. Fermer la connexion, c'est cnx.close, tout simplement. Lorsque je ferme la connexion, tous les objets statements qui m'ont été créés par la connexion, ça veut dire tous les objets comme STM qui a été créé ici. J'ai créé un seul objet STM, mais je peux éventuellement aller chercher plusieurs objets STM. Ce n'est pas très courant, mais ça peut se faire. Donc, dès que je ferme la connexion, tous les objets STM se ferment en cascade. Et lorsqu'un objet STM se ferme, tous les result sets qui m'ont été retournés par l'objet STM vont également se fermer à leur tour. Donc, techniquement, normalement, la fermeture de la connexion suffit. Mais pour faire un code propre, il vaut mieux fermer le result set dès que vous n'en avez plus besoin. Je peux éventuellement fermer le result set parce que j'ai fini avec cette consultation. Et après, je vais utiliser l'objet STM pour exécuter d'autres requêtes. Donc, je ferme le result set sans fermer le statement. Une fois que j'ai fini avec le statement, là, je le ferme lui aussi. Et là encore, je peux vouloir fermer un statement sans fermer la connexion parce que je peux l'utiliser éventuellement pour obtenir d'autres objets statement. Donc, dans l'ordre, si on veut faire un code propre, on ferme d'abord le result set dès qu'on n'en a plus besoin. Ensuite, on ferme le statement dès qu'on n'en a plus besoin. Et par la suite, on ferme la connexion dès qu'on n'en a plus besoin. Voilà, ça termine le code concernant l'accès à la base de données. Donc, je rappelle les étapes. Donc, chargement du pilote, ouverture de la connexion, obtention d'un objet statement, exécution de la requête de mise à jour ou de la requête de consultation. Et lorsque c'est une requête de consultation, on va pouvoir lire ou consulter les résultats de la consultation. Lorsque c'est une requête de mise à jour, il n'y a rien à consulter. Tout ce qu'on veut faire, c'est vérifier combien d'enregistrements ont été affectés par la requête de mise à jour. Et voilà, donc ça termine un peu le code. Et avant d'exécuter, bien sûr, il faudrait qu'on règle tous ces problèmes-là. Alors, comment régler ces problèmes-là? Il y a deux façons. Une qui est conseillée, une qui est déconseillée. Enfin, qui est déconseillée, qui est à éviter en fait au maximum. La première chose, c'est qu'à partir du moment où on voit ici qu'il peut avoir une exception de type class not found exception qui peut se déclencher. Donc encore une fois, si la méthode forName ne trouve pas la classe qui est dans le pilote, c'est-à-dire la classe qui est ici. Donc typiquement, si je n'ai pas installé le pilote, lorsque j'essaie de charger la classe du pilote, il ne va pas la trouver, puis là, il va se planter, il va déclencher une exception. Donc, je peux lui dire, ici, dans la méthode main, ça c'est la mauvaise façon, si vous voulez, ou ce qu'on appelle la fuite des responsabilités, parce que quand je fais ça partout, ça veut dire, en fait, je ne veux pas gérer moi-même mes exceptions, je vais les mettre sur les épaules d'autres personnes. Donc, la première solution, c'est de mettre ici la clause throws class not found exception. Vous voyez l'erreur ici, elle a disparu. Le reste ici, ce sont des exceptions de type SQL exception, partout. Donc je peux venir ici, peut me dire que ma méthode main peut se terminer par une exception de type class not found exception, comme elle peut aussi se terminer par une exception de type SQL exception. Je vais devoir bien sûr importer. Et voilà, toutes les erreurs ont disparu. Les erreurs ont disparu, donc je peux exécuter le programme. Et bien évidemment, si jamais il y a une exception qui se produit, s'il ne trouve pas le pilote ou s'il a des problèmes pour se connecter à MySQL, le programme va juste se planter. Le programme ne gère pas l'exception. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne façon de faire, parce que ça ne rend pas le programme robuste. S'il y a des exceptions, l'idéal, c'est de réussir à les capter, les gérer, pour que le programme continue à tourner malgré tout. On va quand même l'exécuter avant d'aller voir la gestion d'exception. Donc, c'est ce programme ici que j'ai rajouté en fait à un laboratoire qu'on a vu en programmation objet. C'est le laboratoire des banques dans lequel on gérait des comptes bancaires. Donc là, ce que je vais faire, je vais exécuter ce programme-là. Bouton droit, Run File.
Et voilà. Vous voyez un petit peu ici, le compte a été inséré avec succès. Et vous avez ici la liste de tous les numéros de compte. Vous voyez le premier compte AAA001 qui appartient au client numéro CL001 avec le solde 500. Après, vous avez le deuxième compte et ainsi de suite. Tous les comptes sont listés ici. On va vérifier que le compte a été inséré. Donc, ce qu'on a fait ici, l'insertion du compte GGG007, on va aller vérifier dans la base de données. Alors, il va me demander de me reconnecter, bien évidemment, parce que ça fait plus de 24 minutes que je n'ai pas été actif sur PHPMyAdmin. Donc, root. Et vous le voyez ici, GGG007, un solde de 500 qui appartient au client CL005, exactement comme on l'a mentionné dans la requête ici d'insertion. Voilà, ça fait le tour pour ce qui est de la partie JDBC. On va parler par la suite de la gestion d'exception. Je ne voudrais pas alourdir trop cette vidéo-là, donc je vais parler de la gestion d'exception dans une autre vidéo. Et voilà, donc merci de votre attention et à plus tard.